Voici Bain de minuit, l'émission qui zappe toute seule. Ce soir, spécial Polanski avec Gérard Brache, il y a 25 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui. Harrison Ford, c'est un scoop. Andrzej Wajda, ils ont fait leur premier film ensemble en 54. Et Julien Clerc, ils se sont rencontrés il y a 5 jours. En fin de programme, un inédit de Polanski à la télé, Mammifère. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu dans une émission de télévision? 25 ans. Oh là là, c'est énorme. Non, des fois, la télévision... La télévision va chez toi? Oui. Oui, Ouais. quelques fois, pas très souvent. Dans son lit, ouais. Mais je suis ton émission, tu sais, de chez moi. J'apprécie ton style. Alors, on dit que tu es, chaque fois qu'on lit quelque chose sur Parfois toi... inquisiteur. Ouais, ça peut arriver. Bon, enfin, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être inquisiteur. Enfin, pas tout de suite. On dit Tu peux y aller. Mais tu vas voir. Ouais. On dit que tu es agoraphobe. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire? Bah, tu connais la définition? Oui, ça veut dire que tu ne supportes pas la foule. C'est-à-dire, c'est la peur de l'espace, si tu veux. Ouais. C'est un peu le contraire de la claustrophobie. T'es claustrophobe aussi, non? Il est en même temps claustrophobe. Non, j'insiste beaucoup. Agoraphobe. Non, j'insiste. Non, pas du tout. Non. Je suis au contraire à l'aise dans les endroits clos, particulièrement dans mon lit. Ouais, là ça va. Tout à fait. Tu travailles au lit, non? Beaucoup. Alors quand vous êtes rencontrés avec Roman, c'est assez incroyable. D'ailleurs, tu vivais dans un bureau parce que tu n'avais pas d'argent pour... Enfin, c'est ce qu'il dit dans son livre. Oui, il n'a pas exagéré, c'est pas romancé. Pas du tout. Non. Je vivais, enfin, j'ai pas vécu pendant des années, mais j'ai vécu un certain nombre de semaines, mois peut-être. Je vivais, dans un bureau nuit et jour, c'est-à-dire que j'y dormais. Et le samedi soir, il y avait une grille qui fermait l'entrée de cet immeuble qui était uniquement formé de bureaux, ce qui faisait que moi je ne pouvais plus sortir. Donc tu passais le week-end enfermé dans le bureau? Tout à fait, oui. J'avais un lave-fuma camping. Mon problème était de me réveiller le matin avant que n'arrivent les premières personnes. Et c'est vrai qu'il téléphonait, il avait le téléphone. Oui, j'usais. Oui. Des gens. Mais je fermais ça, mais ça serait trop long, tu expliquer tout ça. Oui, bon, c'est vrai que des fois... enfin, les écrire, oui, j'espère. Mais c'est vrai que j'étais relié au monde extérieur uniquement par le téléphone. J'avais donc la jouissance de ce grand bureau pour moi tout seul, tu vois, mais dans les conditions que tu peux imaginer. D'abord, la bouffe, j'avais pas de rond pour m'acheter à bouffer. J'avais trouvé que le meilleur système était de s'acheter du pain et du vinaigre. Ah. Mais non. Ça dépend quel vinaigre. Enfin, je dirais pas des marques. Mais donc, je me démerdais comme ça jusqu'au lundi, avec toujours l'inquiétude de ne pas me réveiller à temps. Avant que les autres arrivent. Avant que n'arrivent les dactylos, etc. Il y a eu ce qu'on appelle un coup de foudre amical entre vous. C'est-à-dire que vous vous êtes vus et puis vous avez décidé de bosser ensemble. Oui, mais enfin bon, c'était... On n'est pas amoureux, tu vois, je veux dire. C'était basé sur un rapport intellectuel, deux situations difficiles, la sienne et la mienne, et une entente intellectuelle évidente, quoi. Mais bien qu'on soit... on a beaucoup de contraires en nous, c'est-à-dire Roman est extrêmement sportif, moi je le suis, disons, ça m'intéresse visuellement, le sport. Énormément. Roman fait du ski, moi je sais pas, j'en fais pas, il conduisait des voitures ultra rapides, moi je sais toujours pas conduire, il me ski nautique et que sais-je, et puis voilà, bon. Quand il est parti aux États-Unis pour faire sa carrière Hollywood, est-ce que tu... Mais il voulait que je vienne. Ah bon, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il t'a pas laissé tomber quand même. Ah bon, d'accord. C'est qu'il avait peur d'avion. Mais il y a eu des histoires. Donc il est claustrophobe. Il achetait les billets. J'organisais ça pendant des années. Finalement, il était tellement acculé par des amis et tout le monde qu'il avait tellement honte qu'il a décidé de partir. Et je me souviens, j'organisais ça d'ailleurs avec sa femme. Elisabeth, et le matin, tu sais, on le nourrissait de Valium pendant 2 semaines avant, et le jour, merci, et le jour du départ, la veille du départ, elle m'a dit, mais il n'a pas de visa américain, il cachait ça, tu sais, jusqu'au dernier moment. Et malgré ça, j'ai appelé l'ambassade, j'ai arrangé pour qu'on lui donne le visa à 8 h du matin ou 9 h du matin. Mais quand je suis venu le chercher, l'avenue Montaigne, où il habitait chez Jean-Pierre Rassam, le producteur, et quand j'ai vu son visage, j'ai compris que je devrais
pas prendre cette responsabilité, tu vois. Et j'ai dit, bon, non, vaut mieux qu'il reste. Et je suis parti. Mais comme il a dit au revoir à tout le monde, il avait tellement honte le lendemain qu'ils m'ont appelé une semaine ou quelques jours plus tard aux États-Unis. Et c'était Elisabeth qui m'appelait et il m'a dit, écoute Gérard, là je sais qu'il va venir parce que vraiment il n'en peut plus. On a acheté des billets et tout, je vois les billets. Bateau. Pardon. Bateau. Non, bateau, on a essayé le bateau, mais ça n'a pas... Non, finalement il part, c'est définitif. Ouais. Et la veille ou 2 jours avant son arrivée, j'appelle pour savoir à quelle heure je devais aller les chercher. Et Elisabeth m'a dit, mais tu sais pas? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais t'as l'avion turc, c'était... Non, turc? Il est tombé. Non, soviétique. Ah oui, non, turc, il y a un avion turc. C'est ça, Paris, 600 cadavres. À Hermenonville. Oui. Il est collé à la télévision en regardant le reportage. Alors, comme je t'ai dit, c'est pas intéressant. Ouais. Toutes les histoires qui m'arrivent. Non, attends, il y avait encore un détail qui est assez intéressant, je trouve. Ce qu'il répétait, il allait à l'aéroport pour regarder les avions décoller, atterrir de la terrasse pour s'habituer à ça. Et pour venir ici, même, c'était pas simple. On va aller le chercher. Tout à fait, oui. On va te ramener. J'espère. Justement, c'est une de mes... Est-ce que tu sais où tu habites? Oui, si. Je me racontais une histoire. C'est un petit vieux qui pleure dans un parc. Les gens commencent à s'attrouper. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est ma femme. Il dit, mais quoi, elle est morte? Mais non, comment morte? Elle a fait 2 ans. C'est la plus belle poupée du pays. Elle fait l'amour comme une déesse. Elle cuisine. Elle est belle, elle est belle. Et quelqu'un dit, alors quoi, elle t'a quitté? Mais il dit, mais non, mais alors pourquoi tu pleures? Parce que je me souviens plus où j'habite. Tu veux pas nous raconter l'histoire des mecs en prison, Roman? Ah non, non. Je peux vous raconter l'histoire des 2 vieux qui viennent chez un avocat. On voudrait divorcer, maître. Il dit, mais que vous voulez divorcer? Mais quand est-ce que vous avez eu cette idée? Oh là là, quand est-ce que c'était sérieux? Ça fait 58 ans, je crois, oui. Et pourquoi vous avez entendu ces noms d'argent? On voulait entendre que les gosses meurent. Il est terrible quand même, non? Il y a d'autres exemples de couples comme ça, réalisateurs, scénaristes, qui ont tenu aussi longtemps et qui ont fait autant de films ensemble? Je pense pas aussi liés, enfin de cette manière-là, je crois pas. C'est-à-dire, je crois pas, peut-être qu'il y en a eu, hein, j'en sais rien, mais liés comme on l'était, interpénétrés, vivant à Londres, je sais pas, à peu près de moi 4 ans, ensuite à Rome 3 ans et demi, 4 ans, vivant quasiment ensemble, ouais. Tu vois, je crois pas qu'il y ait... Il n'y a pas d'autres exemples. Moi, j'en connais pas. Enfin, Carrière Buñuel, par exemple, parce que c'est un peu comparable. C'est un exemple assez intéressant, comme, même intellectuellement. Tu vois, je me sens assez proche de Carrière et vice-versa, je crois. Mais c'est quand même pas pareil. Parce que, bon... Alors, Frantic, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu te souviens? Ça a commencé comment? Ça commence quoi? Attends, comment ça a commencé? Oui, comment c'est passé? Ça a commencé très simple, moi je peux te dire, ça a commencé que vraiment après Pirate, j'étais complètement paumé, il fallait vite faire un film. Et les gens de Warner Brothers m'ont demandé si j'ai un projet, et j'ai dit oui, bien sûr. Ils m'ont demandé si je voulais faire un film pour eux. Et j'ai dit oui, alors quoi? J'ai dit je voudrais faire un thriller. Comment on appelle ça? Un polar, plus ou moins. Un film à suspense, disons. Voilà. Et ils se sont emballés, mais il fallait dire quelle était mon idée. J'avais surtout besoin d'argent. Ah pardon, il y a mon micro qui est parti. Il fallait de l'argent pour vivre. Hein. Ouais. Alors j'ai dit, bon voilà, un Américain vient à Paris avec sa femme et il disparaît, il la cherche. Voilà, et c'était ça. Ouais. Et ça démarrait banalement comme ça. Mais c'était au fond quelque chose, une idée que je vaguement portais en moi depuis longtemps. Parce que je pensais à ça de temps en temps, quand j'attendais quelqu'un qui s'est absenté pour quelques minutes, et ces minutes devenaient un quart d'heure, je me disais, mais si cette personne ne vient pas dans une demi-heure, où commence le moment d'inquiétude, où je me dis, je l'attends plus. Et si c'est quelqu'un qui est cher
qui est proche, on l'attend une heure, après 2 heures, Ouais. une journée. Et Ouais. à partir de quel moment on commence à expliquer aux gens qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, que cette personne... C'est assez inquiétant quand quelqu'un ne revient pas. Quand quelqu'un dit « je vais acheter des cigarettes », et le moment se prolonge. Oui, surtout si c'est ta femme en plus, je veux te dire, bon... Non, je voulais me montrer Paris tel que je le connais aujourd'hui. Je crois que ça manque, surtout dans des films américains, parce qu'ils sont toujours au stade d'Irma la Douce, ou je sais pas, ou Moulin Rouge, où Joseph Ferrat marche sur ses genoux. Là, je voulais vraiment montrer le Paris tel qu'il est, avec ce bain, le bain-douche que j'ai reconstruit au studio d'ailleurs pour faire une scène. Pourquoi t'as pas tourné ici? Parce que c'est plus facile, plus commode, et finalement même moins cher de le faire au studio, ici. Moi j'ai regretté parce que quand on a commencé l'émission, le décor que tu as fait construire à Boulogne était détruit depuis 10 jours. Sinon on l'aurait fait là-bas, ça aurait peut-être été plus simple. Mais oui, tu aurais pu le mettre n'importe où, parce que c'était la réplique exacte de cet endroit. Au début on pensait de tourner ici, mais il fallait quand même tourner pendant arrêter à un moment précis. Une chose qui était importante dans la décision, c'est que je voulais avoir sur le plateau les gens qui viennent au bain. Je voudrais qu'ils fassent la figuration. On ne pouvait pas compter les avoir 3 ou 4 nuits de suite, parce que ce ne sont pas les gens qui reviendraient, qui sont des mêmes humeurs. Donc il fallait tourner tout d'un seul coup. Et nous avons fait ça. On a commencé à 10h ou 11h du matin. On a terminé très tard dans la nuit. On va voir ça. Ok, first position here. Première position, là, marqué. Tu marques, c'est vrai. Ok, then when you're sitting down. Then when he sits down, we can move slightly like this. On va se déplacer. Change your position. Yeah, a little bit. Okay, and this. Yeah, and you have to cheat a little bit closer to the camera. All the action. Prends la bière. Okay. Normal, on va te placer comme ça. Do you know somebody named Dee Martin? Yeah. You know, is there somebody here named Dede? Oui, c'est ça. Vous partez sur action, ok? Attention! Action. Attends. Here. Yes. Do you know somebody here named Dee? Voilà, c'est bien. Tuborg Heineken, que tu attends quand même un tout petit peu avant qu'il réponde. Il dit yes, ok? Un tout petit peu, parce que là tu vas déjà chercher sans même attendre sa réponse. Ok, on peut tourner, allez. Vous ne regardez pas vers nous, vous parlez entre vous, hein. D'accord? Alain, Un autre, un cigare, s'il te plaît. bon allez, on tourne dans le prochain plan. Stand by, attention. Ok? On y va, Marcel. Tu es prêt? Un petit peu suivi en premier plan et on y va. Devant lui, tu viens pas. Là, tu peux faire Allume la télé, tu quoi, peux avec un glisser au bar. Là, tu es libre. Tu peux faire comme tu veux. On voit la télé. Et vous partirez plus tard. Hein? Dès qu'il. Pas avant que tu Plus lumineux. hein? D'accord. Ok. Là, vous. Juste après. Ok? Encore plus. Bon. Faut que ça soit naturel comme pendant la prise. Là, vous aboyez comme des loups. Non, c'est pas ça. La même chose, conversation, faut que ça soit réel. C'est uniquement des conversations. Attention, on va le refaire. Ah ouais, ils ont changé complètement la lumière. Dans la FNAC, dans les librairies.
Salut. Ça va? Vous faites un... longtemps que vous êtes arrivé? Ah ouais? Vous venez dîner là? Tu vois, c'est ça les avantages du studio. Tu peux, quand tu veux reconstruire ou construire un décor, ça a l'air tout à fait naturel. Ce qui effraie certains gens qui peut-être ne sont pas assez professionnels dans le métier, c'est qu'ils pensent que ça se voit que c'est un décor, mais c'est tout à fait Ça se voit pas du tout. Tous les gens des bains ont dit qu'ils avaient vraiment l'impression d'être ici. D'ailleurs, après le tournage, on est venu ici, c'était une sensation bizarre. Très bizarre. Oui, tout le monde est venu ici, tu vois, c'était assez drôle. Mais quand vous étiez comme ça en train de zoner au hall, là, il y a, je sais pas moi, 25 ans, tu t'imaginais que ça allait, vous y croyez à ce point-là, que ça allait marcher comme ça Non, on était absolument sûr de réussir. On ne pensait pas que ça va prendre si longtemps. Non, oui, ça c'est vrai. On a été étonnés du temps qu'il a fallu. On reste dans le flashback avec les garçons de la plage, 1966, bonne vibration. The sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom wood. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Excitation. Good vibrations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Ce vendredi-là, rue du Bourg-l'Abbé, dans le bureau des patrons des bains, on regardait Bain de minuit avec Roman Polanski et Harrison Ford. C'est sous pression. Oh, ouais, au secours. Harrison, how is your eye? Harrison, comment va ton œil? Oh, it's not too good. Ah, ça va, c'est pas grave. happened to you? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est lui.
It's him. He was worried about you. Il est en colère après toi? Non, on a fait quelques scènes raccords. J'étais pas très content des scènes de bagarre. Et l'acteur m'a abîmé avec son couteau, il m'a coupé. C'est terrible. Which take was it? Quelle prise c'était? First take? Je crois que c'était la première. La première. Il dit que c'est rien, il veut être cool, mais il aurait pu perdre son œil. C'était à 2 mm, non? Ça lui a percé la paupière. Il a un point maintenant. Fais voir. Est-ce qu'il a pleuré? J'ai pleuré. Le héros a pleuré. Non, en fait, il était très courageux. Pas de docteur. Roman a recréé les bains pour Frantic. C'est un grand succès. Et tu te sentais au bain? Bah complètement, tout le monde était là. C'était bien. On a vraiment envie de le voir. Qu'est-ce que tu penses de Roman comme réalisateur? Je dois sortir? Non, va au milieu de la pièce. Non, il est génial. Il s'occupe bien des acteurs, il est très sensible. Parce que c'est un bon acteur lui-même. Il fait gaffe aux détails. Il sait toujours très bien ce qu'il veut. C'est vraiment un plaisir de bosser avec lui. T'en feras un autre? Peut-être, mais peut-être qu'il ne voudra pas. Alors, comment tu as trouvé Harrison Ford comme acteur? Vraiment, maintenant qu'on est tous les deux. Vraiment formidable, vraiment. Surtout le niveau humain en particulier. Et professionnel, vraiment très sérieux. Toujours là, jamais en retard, une patience incroyable. Un vrai plaisir de travailler avec ce mec. Le rôle qu'il avait dans Les Guerres des Étoiles ou dans l'Indiana Jones, c'est des rôles un peu comiques quand même, vous voyez, qui nécessitent une certaine réserve, tu vois. Tu joues pas, tu n'es pas vraiment le personnage, tu le joues, hein, tu es toujours élégant, enfin rien ne peut t'arriver. Là, il joue un rôle où il est vulnérable. C'est un très grand acteur et vraiment quelqu'un avec qui on a un grand plaisir de travailler. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de lui comme acteur? Tu l'as vu sur scène? Oui, j'ai vu La Métamorphose. C'est fantastique. C'est une grande performance. Cela me fait me rendre compte à quel point c'est difficile. Les films, c'est facile. La télévision, c'est rien. Ça, j'en sais rien. Mais travailler sur scène pendant 1h30, faire ce qu'il fait... Tu sais, c'est pas vrai, le cinéma, c'est très difficile. Tu parles à un mec qui vient d'avoir sa paupière percée avec un couteau, je l'ai vu, tu sais. Et il a eu des accidents terribles avec des explosions sous l'eau qui s'est mal passé et tout. Et il a des problèmes avec le genou, avec d'autres trucs. C'est plus difficile que ce qu'il veut bien le dire. C'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup de patience. Je ne sais pas si je t'ai raconté l'histoire de la douche. On tournait une scène dans la douche pour Frantic. Et ça durait, mais à un moment, il disait son texte comme ça, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je dis, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, parce que l'eau est froide. On ne s'est pas aperçu que depuis un quart d'heure ou une demi-heure, l'eau était gelée, mais vraiment très froide. Il ne disait rien, tu vois, c'est quand même fantastique. C'est fantastique. Tu vas jouer sur scène? J'ai pas ce genre d'ambition. J'aime faire des films. J'apprécie trop le temps que j'ai en dehors de mon boulot pour faire ce genre de trucs. Et puis tu sais, pour travailler sur scène, il faut être à New York ou à Los Angeles. Et je ne préfère pas. Quand tu joues dans un film, tu vas être très impliqué dans l'écriture du film. Non. Ça m'intéresse. Il a des bonnes idées.
Avec certaines personnes, j'ai l'opportunité de dire ce que je pense, c'est tout. Si j'ai une bonne relation avec le réalisateur... Mais son aide était énorme sur le film. Vraiment, je pense qu'il devrait diriger des films. Il a une idée complète du film, la continuité du film. Ça peut vous sembler un peu qu'on s'envoie des fleurs, mais... Mais il y a des gens avec qui j'ai fait des films que je ne pouvais plus supporter, la plupart d'ailleurs. Mais je dois dire que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Tu vas diriger un film un de ces jours? Non. Je pense que c'est trop dur. Pourtant, tu as une approche très mécanique de ton boulot. Tu dis, j'ai mis la machine en marche, j'ai le parfait contrôle de la machine. En fait, tu es un manuel, quoi. C'est comme quand tu coupes du bois dans ton ranch. Mais finalement, faire un film, c'est pareil. C'est un processus logique, si tu veux. Oui. Je construis quelque chose pour un rôle. Mais je pense pas qu'il y ait effectivement beaucoup de mystère d'en faire des films. Il faut avoir une capacité visuelle. Mais enfin, moi... Moi, je pense au film en fonction de mon personnage, si tu veux. Mais tu sais, diriger des films, c'est trop dur, c'est trop long. Il faut avoir l'argent. Ça prend beaucoup de temps pour monter l'affaire. Ça dure 1 an et demi. Moi, ça dure 5 mois quand je joue. Et là, je retourne à ma vie. C'est pas seulement mon ranch. C'est trop précieux pour moi, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas? Il coupe du bois. Ouais, je coupe du bois, ouais. Je répare des barrières. Je vis. Je passe mon temps à expliquer ça aux gens. Les gens me disent, mais ça te va? Je dis, bah oui, c'est la vie. Ça suffit, c'est bien. J'ai des enfants, une femme. Et j'aime bien leur donner du temps. Et en dehors du boulot, je consacre le temps à moi-même. Harrison, tu as joué dans 5 des 10 plus grands moneymakers de l'histoire du cinéma. J'ai tout fait moi-même, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce pognon? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai donné aux orphelins, je l'ai donné aux gens qui en avaient besoin. Mais enfin, soyons sérieux. Ça, c'est un mythe. Mais c'est pas lui qui a eu le pognon, c'est les studios. Il en a eu, mais pas la majorité. Et pourtant, il y en a un paquet, un vrai paquet. À ton avis, ils ont ramassé combien tes films? J'en sais rien, pas la moindre idée. Tous ces Star Wars, tous ces Indiana Jones, c'est des billions de dollars. Mais les gens me demandent toujours ce genre de questions. Ça n'a aucune influence sur ma vie. Ça n'a pas d'importance. Je suis très content que certains films que j'ai faits aient fait beaucoup d'argent. Ça veut dire que plein de gens sont allés les voir. Ça, c'est pas mal. Mais j'en ai fait 10 autres qui n'ont jamais fait un rond. C'est pas que j'ai une touche de Midas. J'ai eu du pot.
Et j'ai travaillé avec des gens bien. Mais ça l'a pris tellement longtemps pour arriver. Ça m'a pris plus de 25 ans. Comment tu fais pour résister aux filles? Il prie. J'ai 45 ans. Il y a longtemps que je suis plus cinglé. T'es vachement sage. Mais il résiste, hein. Ah, il résiste. Alors... Enfin, moi, je l'admire, hein, parce que des fois, il y a des filles à côté de lui dans les boîtes, il est toujours vachement sérieux. Hein. Mais il est aussi sérieux qu'il dit ou quoi? Ah, il est sérieux. Ah oui. Non, parce que ça, je veux savoir quand même. Non, non, vraiment. Il est très sérieux. Est-ce qu'il est vraiment comme l'image qu'il veut donner? Ah, il veut pas donner. Est-ce que c'est seulement une image non, pour les médias? Il ne veut pas donner d'image. Il ne se soucie pas de l'image. Il donne très rarement des interviews, comme tu le sais. Oui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas être dans la lumière de la rampe. Il aime sa femme. Hi, honey. Hey, baby. Can I have 6 copies? Est-ce que je peux avoir 6 copies de l'émission, là? Cassette. On t'enverra des cassettes, ouais. Une pour ma femme, une pour mon ex-femme, une pour mon avocat. My lawyer. Your mother was Jewish. Ta mère était juive, non? Ouais. You don't look Jewish. T'as pas l'air juif, hein? My father was Irish. Mon père était irlandais, mon pote. Enfin, tu sais que si ta mère est juive, t'es juive, bien sûr. Tu te sens juif? Des fois, ouais. Ouais, définitivement, ouais. Ouais. And you? Et toi, Roman? I don't. Moi, non. I really don't. Yeah. But are you Jewish as well? Tu es juif, toi? Bah ouais, je suis juif. Mais certaines fois, tu te sentais pas plus juif que d'autres? Oui, des fois, quand ma famille m'invite pour certaines fêtes, il y a une espèce d'ambiance comme ça. Mais c'est le seul moment. Parce que moi, j'ai été élevé catholique. Et puis ma famille a été dispersée et exterminée dans les camps par les nazis. Alors... J'ai vraiment pas eu le temps d'être juif. Hello, yes, oui. 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 I'm not Jewish. No. They are Jewish, I'm not. Yeah? C'est Frédéric Mitterrand, oui? Oui. Frédéric Mitterrand. It's not François, non? Oui. Et il peut monter s'il veut. Ouais, ciao. Alors, Andrzej Wajda, je vous ai rencontré l'autre jour dans la loge de Roman après la représentation de la Métamorphose. C'était des grandes retrouvailles. Il y a combien de temps que vous n'étiez pas vus tous les deux? Tu me demandes à moi? Je demande à lui. On s'est vu assez récemment. On s'est vu à Varsovie. Ouais, il y a 2 mois, quoi. Ah ouais? On avait l'impression qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 10 ans. Non, enfin... C'est quand même vrai. Jak zobaczyłem Romana grającego w Metamorfozie Kafki. Parce que lorsque j'ai vu Roman en train de jouer dans la Métamorphose de Kafka, przypomniały mi się wszystkie rozmowy, wszystkie namiętności. Ça m'a évoqué toutes les grandes discussions, toutes les grandes passions des années 50. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble en 54. J'ai débuté comme acteur dans son film. Je sais justement. Alors le premier long métrage de... Votre premier long métrage, c'était justement en 54, c'était Génération. Oui, La fille à parler. Oui, ça s'appelait Une fille à parler. Une fille à parler. Ça s'appelait Pocolonier, non? C'est ça? C'est ça. Oui. Et alors Roman est arrivé, c'était son deuxième film, le deuxième film où tu étais acteur. Non, parce que j'ai joué. Non, ça s'est passé comme ça. Il y avait un film qui était tourné par les étudiants de l'école de cinéma. Ouais. Ah oui. 3 ou 4. Un parmi eux, c'était Andrzej Wajda. Et je jouais un tout petit rôle dans un de ces 4 films. 4, c'était l'intention parce que le 4e n'était jamais vu, parce qu'ils ont fait leurs 3 films tellement longs qu'il n'y avait plus de place pour lui. Alors il explique,
Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je disais. Il y avait un film qui s'appelait 4 récits. Il y avait 4 récits, faits par 4 étudiants, ou plutôt anciens étudiants de l'école. Il était en train, c'était 4 diplômes qui devaient faire un film de long métrage. Exactement, un film à sketch. Mais ils se sont tellement... pris de temps que finalement il n'y avait plus de place pour Vaïda. Alors il n'a pas fait son film. Mais il était pendant tout le tournage, j'ai fait sa connaissance et j'ai énormément appris de lui. Il y avait certains de ses étudiants qui me traitaient comme si j'étais de leur promotion. Moi j'étais un gosse, j'étais même... c'était avant mon bac. Et il m'a traité quand même comme quelqu'un de son niveau, quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ce que j'aime le plus, c'est le fait que Roman demeure fidèle à ses anciens idéaux et que son admiration pour l'écriture de Franz Kafka après toutes ces années à Paris, en langue française, qui n'est pas facile. Ah non, non. Pas du tout. Pas du tout. Qu'il est capable de jouer dans cette langue, toujours fidèle à ses idéaux de sa jeunesse. Et ceci est magnifique. Alors, Andrzej, quand en 1954, vous avez vu arriver Roman et que vous lui avez proposé, je ne sais plus comment c'était à l'époque, 240 zlotys pour jouer le rôle de Mundek dans Pokolonię. C'était une grosse somme à l'époque. C'était énorme. Comment Oh non, c'était pas énorme. Pas pour moi, oui. Mais pas pour les acteurs polonais, gagner quand même. Bah lui, il était venu en train sans payer le train. Mais comment vous l'avez trouvé quand vous l'avez vu la première fois? Qu'est-ce que vous avez pensé de lui la première fois que vous l'avez vu? Je dois raconter ici une anecdote qui ne figure pas dans ton livre, je ne comprends pas comment cela se fait. Lorsque nous avons réalisé notre premier film, pour en revenir au début de notre conversation, nous avons travaillé dans une société de production dans lequel tournait un film un énorme acteur comique polonais, un très grand talent fantastique. Qui s'appelle Adolf Demcha. Et puisque ce film fut tourné très lentement, il restait essentiellement au bar et il racontait des histoires. Et il avait un don de raconter fantastique. Une anecdote après l'autre. À un moment donné, Roman est intervenu et a raconté une blague qu'il connaissait lui. Notre maître comique était stupéfait que quelqu'un a osé intervenir, surtout un très jeune garçon de 16 ou 17 ans. Il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a sorti une pièce de monnaie. Il l'a mis dans sa manche. Et tout d'un coup, cette monnaie se promenait de ce côté-là et est rentrée de l'autre côté sous la manche. Il a donné cette pièce à Roman en lui disant « Écoute mon garçon, quand tu apprendras, viens me montrer le même tour. » Et il a continué toujours à raconter ses blagues, mais pas plus tard qu'un quart d'heure après, et c'est ce qui fut le plus stupéfiant. Roman est revenu vers la même table, très poliment, il a salué, il a dit « Voilà monsieur, je viens de l'apprendre. » Et lui a montré ce tour. Ça, c'est le secret de Roman. Il est capable de tout apprendre. Merci. Alors, vous présentez les possédés, d'après Dostoïevski. Et comment avez-vous fait pour éviter... Parce que la moitié du bouquin dans les possédés, c'est quand même une description littéraire et mondaine de l'époque. Qu'est-ce que vous avez gardé du roman de Dostoïevski, parce que c'est quand même... J'en ai gardé qu'une toute petite partie.
à savoir comment se forme un groupe de terroristes. Il me semble que c'est un sujet le plus important du moment. Ce qui me paraît stupéfiant, nous venons de participer à un débat à Sciences Po où il y avait 300 futurs politiciens français et personne n'a remarqué un fait pourtant très intéressant, à savoir que parallèlement à la projection de mon film Les Possédés, le procès d'Action Directe vient de commencer. Dans les journaux apparaît une description exactement les mêmes personnages, les mêmes attitudes qui furent décrites par Dostoïevski il y a 120 ans. Mais lorsque Dostoïevski écrivait son roman, c'était un événement qui est pratiquement passé inaperçu. 4 étudiants en ont tué un 5e pour la première fois dans l'histoire du monde, pour des raisons un peu obscures. Dostoïevski en a fait un livre gros comme ça, afin de donner, d'expliquer la motivation de cet assassinat, parce qu'il considérait que ceci est une maladie qui se développera, qu'elle sera de plus en plus répandue, que ceci n'est qu'un signal. Et aujourd'hui, cette maladie s'est tellement répandue que 300 jeunes politiciens n'ont pas fait le rapprochement entre ces deux faits. Entre Action Directe et Les Possédés. Alors, finalement, Dostoïevski, c'est quelqu'un qui a toujours été très influencé par les évangiles, par la chrétienté. Vous adaptez souvent au théâtre, vous avez fait souvent au théâtre les Crimes et Châtiments, Les Possédés, etc. C'est quelque chose qui vous intéresse. Et quelle est votre position aujourd'hui par rapport à la foi chrétienne qui anime la Pologne? Ja myślę, że musi nastąpić jakieś przełamanie. Je pense qu'il doit arriver une espèce de changement d'idée qui est le plus répandu dans l'Occident, à savoir que la seule voie du progrès, c'est le marxisme. Que la seule voie du progrès est la révolution. Il existe également d'autres possibilités. Dostoïevski ne fut pas un réactionnaire, il fut un conservateur. Et dans ses idées conservatrices, il voyait une solution pour l'avenir. Tu es d'accord avec ça? C'est quand même formidable parce que je fais la référence à une question que tu m'as posée sur comment il est traité, comment est son relation avec le régime et tout ça. Il est quand même remarquable que quelqu'un comme lui peut venir ici à Paris et parler librement des choses qu'il dit. Oui, qu'il y a d'autres voies que le marxisme et tout ça. C'était quand même impensable il y a très peu de temps. Tu es d'accord avec ça, toi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne pense pas que la révolution est la solution de changement social. Je crois que la révolution est plutôt le symptôme d'un changement social. Je crois que le vrai changement social se passe par la suite de changements économiques. Et d'ailleurs, quand tu réfléchis à certaines sociétés où il n'y avait pas de révolution, certaines sociétés qui ne croyaient pas nécessaire de couper la tête de leur roi, ce sont aujourd'hui les sociétés les plus démocratiques, les sociétés qui respectent le plus le droit d'homme. On peut dire que les royaumes, certainement en Europe, sont les sociétés les plus démocratiques. C'est le Danemark, c'est la Suède, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique. Et ouais, je ne pense pas que la révolution change quoi que ce soit. Je crois que si une révolution
se passe, c'est parce que les changements prennent place et parce que le tempérament de cette société est tel que ça se traduit par une révolution. Mais est-ce que tu penses que, admettons qu'il n'y avait pas de révolution en France, est-ce que tu penses que les relations entre les classes sociales, entre les membres de cette société seraient telles qu'elles étaient avant Louis XVI? Certainement pas. Sûrement pas. Comment est-ce que vous gérez vos entrées, vos sorties de Pologne? Quelle est votre position par rapport au gouvernement polonais? Moja pozycja jest taka, że trudno mi jest Ma position est telle qu'il m'est très difficile d'accepter le pouvoir militaire. I myślę, że władza wojskowa nie jest żadnym dobrym wyjściem. Que le pouvoir militaire n'est certainement pas une bonne solution. I że to, że nie aresztuje się. C'est formidable qu'il peut dire ceci, non? Oui, c'est bien qu'il puisse dire ça. C'est bien qu'il peut dire ça. Ouais. Hein. Il n'aura pas d'ennui en revenant. Ah non, il n'aura pas d'ennui en revenant. Ils s'en foutent. D'ailleurs, tout le monde en Pologne s'en fout. C'est ça, plus ou moins la vérité. Que vraiment, il n'y a aucune restriction en ce qui concerne le langage parlé. Voilà. Écrit, c'est un peu différent. Il y a déjà un peu de censure. Plus grand le rayonnement de médiums, plus grande est la censure. Dans un petit pamphlet, il n'y a aucune censure. Dans la presse, il y en a beaucoup, bien sûr. Au théâtre, il n'y a pas beaucoup. Dans un cabaret, il n'y a pas du tout. Au cinéma, il y a plus. À la télévision, encore plus. D'accord. Et que le fait qu'on n'arrête pas aujourd'hui les gens, que certains droits sont respectés, ne provient pas uniquement du fait que le gouvernement ou le pouvoir veuille le respecter, mais aussi parce qu'il ne peut pas ne pas les respecter. Et la différence est immense. Toi, tu es retourné en Pologne. On commence la liberté sociale. Moi, je suis retourné plusieurs fois, mais il y avait une très longue période où je ne pouvais pas retourner. Maintenant, je peux parce que justement, exactement ce qu'il dit, ils sont obligés de prendre compte de l'importance de certains artistes, et je suis inclus dedans. Moi, j'ai aucun problème de retourner et de repartir. Lui aussi, il peut aller et repartir. Ils lui font des difficultés, mais ce sont plutôt des difficultés des emmerdeurs. Ils ne vont pas le mettre en tôle, ils ne peuvent pas lui retirer les passeports, ils vont retarder son passeport, ils vont mettre des bâtons dans les roues, tu vois, ils vont faire des petites vacheries, des stupidités, mais pas vraiment une action concrète, policière, physique. Mais votre résidence principale est en Pologne. Oui. Et que pensez-vous de ce qu'a fait Roman, c'est-à-dire qu'il s'est exilé carrément de Pologne à une époque? Il doit y avoir un parmi nous qui a réussi.
Grégoire? Oh, Grégoire! Ma jambe. Qu'est-ce que j'ai aux jambes? Je ne peux pas me retourner. Je ne peux pas tourner. Grégoire! Je ne suis pas un animal. J'entends la musique. Personne dans cette maison n'apprécie autant la musique que moi. Arrête de jouer. Crache à la figure de ces parasites, Greta. Joue pour moi tout seul. Je te protégerai contre ce porc. Ma laideur va le terrifier. Oh! Mon Dieu! Monsieur Sampsac, quelle vision! Christiane Cohen dit bonsoir. Fabien Tricoté, bonsoir. Jean-Paul Faré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous la mère, vous la fille. La fille ou la sœur. La fille ou la sœur. Fred Persson qui joue le père n'est pas là. Il tourne aujourd'hui, je crois. Il tourne aujourd'hui. Et Jean-Paul, deux rôles. Le gérant avec le visage baissé et le locataire avec la tête en l'air. C'est ça qu'on a retenu. Ah, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'au début, j'avais pas vu que c'était le même. Tant mieux. Ben voilà, donc ça prouve que c'est pas mal fait parce que j'avais pas vu que c'était le même acteur. Je m'en suis rendu compte après quelques secondes du locataire. Il y a changement de costume, oui, changement de costume, d'attitude, très très bien fait. Alors comment ça s'est passé, Christiane, cette métamorphose avec Romane? Comment ça s'est passé, cette métamorphose avec Romane? Vous savez, dans un travail, il y a plusieurs phases. Il y a le début, il y a les répétitions, il y a les représentations. Et ça s'est passé, étant donné la nature de cette histoire et aussi la forme de ce spectacle, c'était un travail difficile. Dans les répétitions, il fallait vraiment que nous nous forcions à faire des choses parce que c'était vraiment très très compliqué. Et puis ça se passait en bilingue aussi, parce que notre metteur en scène, Steven Berkoff, ne parlait pas français. Donc il y avait un petit peu des difficultés de cet ordre-là qui nous demandaient une vaillance particulière. Moi j'aime bien le travail d'équipe aussi. C'est ce qui est la différence entre le théâtre et le one-man show, évidemment. Quand de jouer avec Romane, avec Fabienne et Christian et Fred Persson. En plus, nous cinq, on vient de mondes de théâtre différents. Et je crois que la mayonnaise a bien pris à cause de ça, et ça c'est bien. J'aime bien dans les spectacles que tout le monde n'est pas dans le même moule, et ça c'est bien, je trouve. Moi j'avais un peu peur, parce que Kafka, pour nous, Français, c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est des trucs qu'on a lus quand on avait 16-17 ans, mais on a toujours peur que ce soit un peu chiant quand même. Et là, d'un seul coup, on passe une soirée, on s'ennuie pas, c'est bien, la mise en scène est très intéressante. Et même des moments drôles, alors ce qui surprend un peu le public français, je crois. Mais Romain, il dira ça mieux que moi, peut-être que lui, il a l'habitude qu'on rit à Kafka. Mais moi, j'ai l'habitude, je disais ça avec Thierry, il m'a dit, je m'amuse. Mais c'est drôle, les moments drôles, ils sont dans l'écriture déjà. Hein? Mais nous, Français, on n'ose pas, c'est un peu comme Tchekhov. Kafka, c'est un classique, oui. Oui, on ne voit pas l'humour noir. C'est peut-être pas un humour qui est très français, c'est peut-être pas quelque chose qui nous fait rire habituellement. Il paraît que le public anglais il est beaucoup plus. Le format de Feu les pompiers, moi j'aimerais bien revoir, qui m'a fait hurler de rire, je m'en rappelle, parce que c'était un comique complètement noir. C'est quand Romane était juré au Festival de Cannes en 68. C'est exact. C'était à ce moment-là. Ils ont arrêté le festival. Ils ont arrêté le festival, ils n'étaient pas contents du tout parce qu'ils voulaient que Miloš Forman ait une palme et ils trouvaient ça absolument incroyable. Camarades des étudiants de Nîmes, les étudiants de Nîmes. Et Romane trouvait ça insensé que Miloš puisse pas présenter son film dans de bonnes conditions. Hein? Bon, mais toi, ton premier métier, c'était acteur, finalement. J'ai commencé comme acteur, oui. Et Vaïda dit... Et Vaïda dit que tu es meilleur acteur que réalisateur. Ça te fait pas plaisir, ça? Non, c'est peut-être. J'aurais pu, peut-être. Non, j'ai pas assez joué, j'ai pas assez d'expérience. J'ai finalement gaspillé ma vie, quoi, en faisant la mise en scène. Mais les gens sont ravis à la fin du spectacle, ils sont très émus, les larmes aux yeux, ils applaudissent. Ah oui, tout à fait, hein, c'était vraiment... Et en plus, ils sont assez subjugués parce que
C'est pas méchant ce que j'aime, mais c'est vrai, mais c'est un style de théâtre qu'on ne voit plus du tout en France. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on fait plus ça. C'est vrai. Ouais. Alors, il y a d'abord les jeunes, ils connaissent pas ça, et les gens d'un certain âge, ils redécouvrent une surprise, ce côté gestuel, mime, tout ça, on fait plus ça en France, c'est comme ça. Tout le côté symbolique, tout le côté dépouillé que ça a, effectivement. Et qui est la force du spectacle. Ça fait appel beaucoup à l'imaginaire du public. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les gens, ils mettent ce qu'ils veulent dessus. Comme on leur donne des choses, des éléments, mais pas tant que ça, et qu'il y a cette partition. Il y a les lits où les gens se couchent contre la barre, et puis il y a la pomme, je disais à Roman. Quand il prend la pomme dans le dos, tout le monde a mal pour lui. C'est ça du théâtre, tu vois. Finalement, on voit la pomme jaune comme ça dans la carapace, alors qu'on voit rien en fait. Et c'est très. C'est du théâtre pur, c'est-à-dire avec le minimum de moyens, tu évoques le maximum d'imagination. Jean-Paul, il faut que tu y ailles là. Ouais. Oui, on a toujours des choses à faire dans la vie. Il est sur un coup. Ok. Bon. Mais comment t'es arrivé à faire cette pièce, tout en à monter la métamorphose, tout en terminant Franti? Comment tu fais? Mais malheureusement, c'était pas comme j'ai espéré, parce que je pensais d'avoir assez de temps pour... D'abord pour me reposer, ensuite pour me remettre en forme physique, parce que pendant un an, je fais pas de sport comme j'avais fait auparavant. Et finalement, j'espérais de pouvoir travailler le texte et tout. Tu sais, je joue quand même dans une langue qui n'est pas la mienne. C'est difficile pour moi d'apprendre le texte. Eh bien, j'ai dit ça à Lars Schmid, le producteur. Je lui ai dit que le film était retardé. Il a dit c'est une catastrophe, il faut absolument qu'on tienne nos dates. Et finalement, j'étais en train de mixer la nuit et répéter les jours. C'était vraiment une période très, très difficile pour moi. En ce moment, tu mixes la nuit et tu joues le soir. Encore, oui. Encore. J'ai encore 3 ou 4 jours parce que le film sort le 26 février, là, dans 2 semaines, aux États-Unis. Il sort en plus dans 1200 salles. Alors, il faut faire une énorme quantité de copies. Dans quelques jours, ça va être... Hein? C'est hallucinant. C'est hallucinant quand même, non? Oui, c'est admirable. C'est admirable. Il dit qu'il travaille trop. Il dit qu'il travaille trop. Mais c'est bien. Oui, c'est bien, bien sûr. Et apprendre par cœur le texte en français, ça a dû être... Mais je travaille trop, tu vois, et quand je travaille trop, je crois que je ne devrais pas travailler autant parce qu'il faut vivre aussi. Et quand tu parlais à Harrison Ford et quand il disait qu'il aime vivre, qu'il veut faire des choses, tu lui croyais pas, j'ai vu ça dans tes yeux. Oui, parce qu'Harrison Ford lui dit qu'il coupe du bois, qu'il répare les barrières. Mais il répare, c'est un homme très simple, c'est un homme qui sait vivre, tu vois. Il fait du cinéma, il aime ça, il le fait sérieusement, entièrement, mais en dehors de ça, il vit, c'est un homme qui ne sort pas, qui vit avec sa femme, avec son enfant ou ses enfants. Il est comme ça. Moi, j'aimerais bien vivre un peu comme ça maintenant. Tu vois, oui, sans ranch, mais moi, j'aime bien la vie. T'en as jamais fait, toi, des clips? Non, jamais. Pourquoi? C'est un genre à part. Et à mon avis, il est très difficile de faire un bon clip aujourd'hui où on a pratiquement tout fait. Pour éviter que ça soit un montage de plans photos, quoi. Il y a quelqu'un qui les fait très bien, je trouve, c'est Mondino. Je trouve qu'il fait des très beaux clips. Peut-être un jour j'essaierai, peut-être un jour j'essaierai avec toi. Non, mais moi, ce que j'aime dans ça, c'est surtout la chanson. La chanson, parce qu'il chante. C'est un des rares mecs en France. Sur scène, d'ailleurs, là. Ouais. Chante mieux que là, sur scène, maintenant. Ouais. Et tu le fais tourner, ton spectacle? Tourner? Non. Je fais un disque, simplement. J'aime pas beaucoup, moi, quand on se fait filmer sur scène, parce que je trouve que se voir, pardon, un spectacle, c'est fait pour se voir comme ça en direct. Il y a des choses après qui passent moins bien quand elles sont filmées. C'est un petit peu le problème des meetings pour les hommes politiques. Le meeting, c'est bien, ils peuvent être bons en meeting, et ce qu'on voit après à la télévision, c'est moins bon qu'une interview télévisée. Parce que la télévision, c'est un objet qui est formidable, mais qui peut être très dangereux en ce qui concerne le direct. Parce qu'il y a l'atmosphère du théâtre, du public autour et tout ça qui il y a des choses qu'on fait en scène qui passent parce que c'est de la scène, et qui passent pas à la télé. Passe pas à la télé. Absolument. Et la métamorphose, ça sera filmé ou pas? Ah non, je pense que c'est le même problème. Moi, je trouve que le théâtre passe très mal à la télévision, même les extraits. Ouais. Souvent, j'ai envie de voir une pièce et après, je vois des extraits à la télévision et je me dis, ah non, je ne vais pas voir ça. Je ne veux plus voir ça, non. Il faut faire très attention parce que ça ne passe pas.
Encore, quand on le fait exprès, on peut arranger les lumières et tout, mais ça manque de l'atmosphère, c'est pas la même chose. Cinéma, c'est du cinéma, télé, c'est la télé, le théâtre, c'est du théâtre, faut pas mélanger ces genres. Tu l'as connu en quelle année? Je l'ai connu récemment, enfin, en tant que chanteur, je l'ai connu à Londres, je me souviens très bien que j'ai entendu une chanson à la radio, de temps en temps j'écoutais Paris, et c'était... Zoukayan. Zoukayan, oui, c'est ça, exactement. Et j'ai appelé Gérard, d'ailleurs, pour demander ce que c'était, parce que j'ai entendu 2 fois et je voulais savoir qui chantait. Je ne savais pas qui c'était. Et je me souviens comment ça m'a frappé, parce que c'était très différent de ce qu'on pouvait entendre à cette époque en France. C'était très original, surtout. Mais malheureusement, j'ai eu l'occasion de les rencontrer très récemment. C'est parce qu'on est voisins. Oui, alors vous travaillez l'un en face de l'autre et vous avez la même prof de chant. Exactement. Oui, enfin, là, en l'occurrence, pour Romane, elle l'aide à placer sa voix. Ouais. Elle est Madame Charlot est aussi utile et aussi bénéfique pour les chanteurs que pour les comédiens, en vérité. On peut parler un peu plus de Julien. Moi, je voudrais dire quand même un ou 2 mots. Moi, j'aime beaucoup l'entendre parce qu'il a une voix et parce qu'il chante. Et de moins en moins de gens dans la chanson française chantent maintenant. Oui. Il y a tous les trucs possibles, mais en ce qui concerne la musique, c'est souvent le braillement atténué un peu par des instrumentations bizarres et par des effets. Et lui, un des rares mecs encore qui chante, et il sait chanter. Sylvain Bergère, Christian Lacroix avec Jean-Jacques Picard. Fréna, coiffeur chez Alexandre. Marie la bigoudine. Picard again. Diane de Witt, super belle. Anne Rohar, star Bisserman. Katusha à droite, Vanessa à gauche, au centre, super bichette. Anne Rohar. Marie. Filles du Nord, on le sent chaud. Et bien que les Américaines soient Anne Rohar. souveraines du monde, Vanessa. on oublie tout. Marie. Christian et ses mimosas. Monica, l'assistante de Christian. Au son des rythmes tropicaux, le seul désir qui vous intéresse. François, je t'en supplie, ne ferme pas l'opéra comique. Lacroix, premier anniversaire, bon anniversaire. Françoise avec Philippe Corti. Billy. David Rochelin et Pascal. Jean-Luc L'œil de Vogue et Chantal Thomas. À droite, Florence, la sœur de Lacroix. Yves Mourouzi à gauche. Agathe et Vasco. Marie-Paul Pellet, Condé Nast, Joseph Karl Figaro. Ariel Wiesmann, City Vogum. Emmanuel de Brandt. Chantal Thomas. Tes femmes sont arrêtées. Jean-Pierre Deméry à gauche, Soleil Ado, Yves Mourouzi. Paradis des cœurs et de l'amour. Philippe et Christian. Christian et Philippe, c'est la mise à mort, il est 5 h du matin. Alors Basile de Kock, tu es le fondateur du groupe Jalon. Oui. Alors quels sont les autres membres du groupe Jalon? Il y a ton frère, donc Carl Zero. Oui, mais j'aimerais bien qu'on parle de moi d'abord. Je suis le président à vie. Ah oui, d'accord. Fondateur du mouvement. Et il y a Carl Zero, mais il y a aussi beaucoup de camarades que nous avons recrutés dans les cafés, dans les bars, dans les saunas. Et nous sommes un groupe de jeunes de tous âges, de tous sexes et de toutes conditions et de toutes opinions. Il y a plusieurs tendances. Il y a Jalon gauche et Jalon droite, quoi. Bien sûr. Et il y a aussi un centre, bien sûr. Il y a un centre. Alors, Jalon est la fusion d'un certain nombre de groupements d'origines diverses. Une aile droite dont tu parlais, qui est regroupée essentiellement autour de Nazisme et Dialogue, qui est un mouvement vigoureux, mais qui a des difficultés parce qu'il y a 2 tendances au sein de Nazisme et Dialogue. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ils ont parfois, ça crée des difficultés. Bah ouais. Et le prochain congrès risque d'être animé. Et l'autre, c'est Socialisme et Barbarie. Socialisme et Barbarie. À l'intérieur duquel il y a encore Socialisme et Barbarie. Socialisme et Barbarie anime l'aile gauche, avec le groupe terroriste Septembre Nul. Septembre Nul. Il y a également un certain nombre d'organisations humanitaires qui font partie de notre mouvement, comme la Ligue pour la propagation du cancer, le mouvement pour l'alphabétisation de la Bretagne,
et le mouvement des paralysés de France. Et donc nous sommes une organisation très vaste et qui a des ramifications dans l'ensemble de la jeunesse française. Ça, je suis sûr. Alors, moi j'ai entendu parler de vous la première fois, je crois que c'était en 81, lorsque vous avez milité, lorsque Jalon a milité sous ta présidence, pour que le président Pompidou se présente aux élections de 81. Se représente avec comme slogan « Nous sommes tous des soutiens-Georges ». Oui, c'est-à-dire que pour nous, le président Pompidou était le seul capable de rassembler une majorité de Français pour faire face aux dangers socialo-communistes qui, comme tu n'es pas sans l'ignorer, menaçaient la France en 81. Ouais. Et le projet des socialo-communistes, c'était de tout nous prendre. Ouais. Et pour lutter contre ça, il nous a semblé que se rassembler autour du président Pompidou, qui avait incarné les années d'or, les 30 glorieuses, c'était lui qu'il nous fallait. Bien sûr. Et nous avons essayé de regrouper la jeunesse de France et puis aussi les moins jeunes, car ce qui compte, c'est la jeunesse du cœur. Bien sûr. Autour du président Pompidou. Et malheureusement, nous nous sommes heurtés à une campagne de diffamation absolument ignoble sur sa santé, qui portait sur l'état de santé du président Pompidou. Et ce sont des méthodes qui ne sont pas dignes du débat démocratique et contre lesquelles nous nous élevons personnellement. Mais malgré tout, ça lui a porté un coup, il ne faut pas se le cacher, et il a décidé de se retirer. C'est pourquoi, pour les élections de 88, nous avons adopté une nouvelle ligne que nous expliquons dans le livre. Que nous expliquerons tout à l'heure, parce qu'entre-temps, il y a eu en 85 cette manifestation au métro Glacière contre le froid. Oui. C'était un mouvement que nous avons décidé parce que nous voulions organiser une manifestation qui soit de nature non pas à diviser les Français, comme c'est trop souvent le cas, car le peuple français a besoin d'union, et nous voulions organiser une manifestation qui soit capable de rassembler l'ensemble des Français. Et nous avons pu le faire à l'occasion du froid, car l'hiver 85, je ne sais pas si tu t'en souviens, a été très dur. Ça faisait un froid de canard. Moins 15 degrés. Oui. Et naturellement, ce sont les plus défavorisés qui sont les premières victimes de ce genre de dégâts climatiques. Et donc, nous avons manifesté contre le froid et nous avons vu à ce moment-là un immense mouvement populaire autour de nous, composé essentiellement de journalistes, mais aussi avec quelques militants. Et nous avons réuni au métro Glacière en janvier 85 plus de 80 militants, enfin. C'est énorme. C'est plus que la CGT dans les beaux jours. Les statistiques étaient un peu divergentes. C'était entre 200 selon la police et 200 000 selon les organisateurs. Et quel était le slogan sous lequel se déroulait cette manifestation? Un slogan de circonstance, verglas, assassin, Mitterrand complice. Ah bah oui. Et je dois dire que... Et d'ailleurs, tout de suite, il a fait plus chaud. Nous avons obtenu des résultats très importants, puisque d'une part, c'est la première fois qu'on a parlé de Jalon, et deuxièmement, le redout a été pratiquement immédiat. Jalon s'est fait connaître aussi par ces fameuses parodies où il y a eu l'aberration, il y a eu le monstre, il y a eu une critique, enfin une parodie, peut-être que c'était pas ta tendance, ça, du Figaro Magazine qui s'appelait Loup-Garou Magazine. Oui, mais c'est normal que Jalon, qui représente, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de tendances, puisse s'exprimer aussi. Il y avait un article formidable où Madeleine expliquait que finalement, il fallait plus qu'il y ait de code de la route. Le vrai libéralisme, c'est qu'il y ait plus de code de la route, et que les soirs de grands week-ends, c'est les meilleurs qui devaient revenir. C'est légitime. C'est légitime. Et que finalement, le vrai libéralisme, c'était ça. C'était que finalement, à l'issue d'un week-end de grand départ, il pouvait y avoir tous les accidents possibles et que seules les voitures les plus solides et les chauffeurs les plus capables devaient ramener leur famille à la maison. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi du marché. Je pense que c'est une bonne explication du libéralisme. Tu fais partir une Porsche et une 2 chevaux et le meilleur arrive. Bien sûr, Alors, aujourd'hui, Jalon, une fois de plus, fait l'actualité avec un livre qui s'appelait Élisez-les tous. Alors ça commence par un discours de Marcel Dassault qui a été prononcé à l'Assemblée et que vous reprenez. Dassault, c'est un peu pour vous comme Félix Gouin, enfin c'est des gens qui sont importants pour vous. Oui, c'est-à-dire que ce sont Dassaut, Félix Gouin, tout ça c'est... Et Edgar Faure. Edgar Faure. Ce sont des maîtres à penser, c'est-à-dire qu'ils avaient vu juste. Ils avaient vu que l'union est indispensable à la France. Et ce qui fait crever ce pays, c'est la désunion. Et il faut en sortir, parce qu'en réalité, les Français sont d'accord sur l'essentiel. Bien sûr. Beaucoup de choses nous le montrent. Prends un sondage, par exemple, n'importe quel sondage. Quand tu rassembles
la totalité des réponses, tu obtiens des résultats proches de 100%, ce qui prouve qu'il y a un consensus. Non, mais il est certain qu'il y a une phrase dans le livre tout à fait décisive, c'est lorsque vous dites qu'effectivement, il n'y a pas des problèmes de gauche et des problèmes de droite, il y a que des bons et des mauvais problèmes. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Les idées de gauche, les idées de droite, c'est du baratin. Il y a les idées justes et les idées fausses. Alors ensuite, le livre continue avec une solution qui n'est pas idiote d'ailleurs pour la France, ça serait d'avoir 12 présidents. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système des 12 présidents ? Oui, mais il faut remonter un peu en amont de ça, parce qu'il faut voir à quel point il est injuste de procéder à une élection dans laquelle il y a 12 candidats et un seul est élu. Et je pose la question, est-ce que c'est vraiment démocratique une élection dans laquelle 11 candidats sont battus? Non seulement battus, mais furieux et ruinés, ce qui provoque chez eux la haine, le ressentiment. Et chez leurs électeurs. Et le seul candidat élu, qui finalement représente qu'une petite minorité de Français, a tous les pouvoirs. C'est ignoble. Et il faut penser au cas de tous les candidats qui se crèvent le tronc pour arriver à rassembler les signatures et qui finalement se retrouvent dans cet état-là. Arlette Laguier est un très bon exemple. Ça fait 3 fois qu'elle se présente, ça fait 3 fois qu'elle est battue. Ses voisins de palier commencent à jaser, on la montre du doigt. Et si elle est encore battue cette fois-ci, il faut y penser. Non, je parle sur le plan humain, là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ses parents, ses derniers amis vont lui tourner le dos. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que Jalon imagine effectivement comment ça pourrait se passer à l'Élysée, le partage des chambres, comment tout ça s'organiserait avec 12 présidents. Et finalement, c'est pas plus mal. C'est une proposition de loi constitutionnelle qui a le mérite de la clarté et de la simplicité. Un petit toilettage constitutionnel qui est fondé essentiellement sur un article. Pour résumer, tous les articles de la Constitution actuelle qui concernent le président de la République doivent être mis au pluriel. Les présidents de la République sont garants de l'unité nationale, sont chefs des armées. À partir de là, tout découle naturellement. Alors ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un système cohérent, parce que bien sûr, nous sommes à la recherche d'une cohérence pour l'avenir du pays. Et cette cohérence, nous avons hésité entre la présidence collégiale et la présidence tourniquet. La présidence collégiale consiste à faire gouverner ensemble les 12 présidents. Il y a des risques de dysfonctionnement qu'il ne faut pas se cacher. Ça, c'est clair. Avec 12 présidents, entre Le Pen et Laguier, ça peut arriver. Voilà. Il risque d'y avoir des blocages. Donc nous avons finalement opté pour la solution la plus crédible, c'est-à-dire la présidence tourniquet, avec 12 présidents qui gouvernent chacun 2 heures par jour. Alors, cela suppose évidemment un petit aménagement des locaux de l'Élysée afin d'installer les 12 présidents et leurs familles dans des conditions décentes. Bien sûr. Et nous avons prévu ça. Nous avons un architecte qui a réorganisé les locaux de l'Élysée. Ça, il y a un plan. Oui, bien sûr. Oui, c'est très bien fait. Il n'y a rien à dire. Alors, ça semble tout à fait possible. On ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas. C'est-à-dire que le livre vient de sortir. Oui. C'est la fonction des missions comme la nôtre de le faire connaître. Nous sommes en train de prendre des contacts avec l'ensemble des milieux politiques, avec des succès d'ailleurs inégaux. Nous avons plus de succès auprès de Juquin ou de Laguier qu'auprès des gens qui sont sûrs d'être élus et qui pensent être les seuls présidents. Il y a une réaction d'égoïsme qu'il ne faut pas se cacher. 12 présidents, ça veut dire que au même moment, nous pouvons avoir une représentation de la France partout dans le monde. Nous pouvons avoir le président Mitterrand qui vend des armes à l'Iran, le président Chirac qui donne des centrales nucléaires à l'Irak, le président Juquin... le président Le Pen à l'Afrique du Sud. Le président Le Pen en Afrique du Sud. Le président Lajoigny à la Tchécoslovaquie. Bien sûr. Le président Juquin recevant Desmond Tutu pendant que Le Pen est en Afrique du Sud. Le président Barr dans les ranchs de Reagan, le président Lajoigny dans les dachas de Gorbatchev, et le président Léotard posant en studio avec des rebelles afghans. Bien sûr. Alors, quel est le slogan de Jalon? Eh bien, Jalon a élaboré au cours de ces 10 années de travail idéologique toutes sortes de slogans qui sont fondateurs et sur lesquels il ne faut pas plaisanter. Il y a d'abord un slogan qui est une sorte de rejet de ce monde cruel dans lequel on vit et qui est « si ça continue, il faudra que ça cesse ». Ensuite, il y a un slogan
il y a un slogan porteur d'espoir. Ouais. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire, mais nous le ferons. Et enfin, il y a la dimension métaphysique qui est indispensable à toute construction intellectuelle, comme tu n'es pas sans l'ignorer. C'est la 13e béatitude, qui est peut-être la moins connue, mais qui n'est certainement pas la moins signifiante. Bienheureux ceux qui n'espèrent rien, car ils ne seront pas déçus. Merci. J'ai vu beaucoup d'handicapés sur vos photos. Vous en receviez ici? The disabled people, yes. Des handicapés? Oui, je faisais l'amour avec les handicapés, surtout les hommes en fauteuil roulant. Leur seule occasion de sortir de chez eux, c'était de venir à mes soirées. Il y a un client qui venait avec son fils, qui avait 25 ans. C'était une famille juive, ils avaient beaucoup d'argent. Il ne confiait jamais son fils à personne et il amenait son fils ici, dans son fauteuil roulant. On le mettait ici et son père s'en allait. Et je disais au père, « Mais pourquoi vous ne restez pas? Pourquoi vous ne vous joignez pas à nous ?» Mais il répondait, « Non, ce serait gênant pour David, je vous le confie. » Et des fois, le fils passait la nuit ici et son père venait le chercher le lendemain matin. C'était la seule occasion pour lui de sortir. On mettait son fauteuil ici, son fauteuil roulant, et il regardait. Des fois, on se débrouillait pour lui trouver une fille, mais toutes les filles ne voulaient pas, parce qu'il avait la partie inférieure du corps tout atrophiée à partir de la taille. Autrement, il était très beau. J'avais un peu du mal à trouver des filles qui fassent l'amour avec lui. Enfin, j'en trouvais quand même, et il était content, et on le poussait dans son fauteuil roulant jusqu'à une chambre sur le palier. Bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas lui faire monter l'escalier. On gardait cette chambre au rez-de-chaussée pour les handicapés. Donc, de temps en temps, il avait de la chance. Mais quand il n'avait pas de chance, quand il n'avait pas de fille qui voulait aller avec lui, il était content quand même de se trouver avec des gens normaux. Et il voulait être avec des gens normaux. Il ne voulait pas se retrouver seulement avec des handicapés. Et je me suis toujours demandé pourquoi on faisait ça aux handicapés, pourquoi on les isolait. C'est triste. La dernière fois que la police a fait une descente chez moi, il y avait des handicapés ici. Et ils ont dû les faire sortir dans leur fauteuil roulant. Les policiers les ont emmenés et les ont mis dans des voitures spéciales et toute la presse et tous les photographes étaient là pour voir ça. Tout ça a été imprimé dans les journaux. Je ne sais pas qui avait averti la presse qu'il allait avoir une descente chez moi, mais en tout cas, elle avait été prévenue. Et des fois, vous trouviez des filles qui voulaient faire l'amour avec les handicapés? Oui, ça arrivait souvent, très souvent. Toutes les filles ne voulaient pas. Je devais leur demander avant, est-ce que ça vous gêne? Je crois qu'il n'y a eu que 2 fois où j'ai eu du mal à lui trouver une fille. C'était un garçon charmant. Peut-être qu'il est mort maintenant. Parce que beaucoup de ces handicapés étaient malades. Ça, c'est le cadeau d'anniversaire de mon fils pour ses 16 ans. Elle est jolie, non? Vous avez un fils, et si vous aviez une fille, vous aimeriez qu'elle participe à des partous? Si j'avais eu une fille, j'aurais été très, très stricte avec elle. Mais heureusement, j'ai eu un fils. Et ça me plaisait de lui choisir des filles parce que je savais quel genre de filles il aimait. Des filles avec les cheveux longs. Et je prenais beaucoup de plaisir à essayer de lui trouver le genre de fille qu'il aimait. Donc à partir de l'âge de 17 ans, maintenant il en a 34, il a toujours eu les meilleures filles. Maintenant il est marié, j'ai des petits-enfants. Mais si j'avais eu une fille, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je crois que je ne lui aurais pas permis de participer à ça. Vous êtes très moral finalement. Avec un garçon, c'est différent. Mais je n'aurais pas permis à ma fille d'entrer dans cette maison. Quand j'attendais des enfants, j'espérais toujours que ce seraient des garçons, parce que je savais ce que c'était. J'ai été contente d'avoir des garçons. Et si vous deviez recommencer votre vie, vous feriez la même chose? Oh oui, je voudrais être membre du Parlement en 1990 et je voudrais essayer de faire changer les lois sur les mœurs en Angleterre parce qu'elles ont 250 ans.
Ce serait quoi votre programme? Mon programme? Eh bien, je serai indépendante parce que je n'ai jamais eu pour habitude de suivre la ligne d'un parti, quel qu'il soit. Je compte donc être indépendante. Et je crois que beaucoup de gens en Angleterre, enfin, tous ces attentats sexuels commis sur des enfants en Angleterre, j'attribue ça au fait qu'il n'y a pas de bordel en Angleterre. En 1960, alors que sa femme, l'actrice Barbara Lass, interprète Quelle joie de vivre à Cinecittà sous la direction de René Clément, Roman Polanski imagine le scénario de Mammifère qu'il tournera 2 ans plus tard à Zakopane, clandestinement. Primé partout, le film laisse découvrir le pouvoir tragicomique de Roman. On pense à Chaplin, on pense à Keaton, on pense au bal des vampires. La musique est de Comeda.
Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.